Bonsoir François Asselineau, bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent, aussi bien sur X, sur YouTube que sur Facebook. Donc la première question est de Guillaume. Est-ce que l'arrestation de Pavel Durov est une confirmation de la séparation des pouvoirs, que la séparation des pouvoirs n'existe plus en France? Peut-on penser que le judiciaire est aux ordres de l'exécutif, lui-même probablement aux ordres des États-Unis? Ou faut-il croire Macron quand il affirme que cette arrestation n'est absolument pas politique? Alors, faut pas être naïf. La séparation des pouvoirs est toujours une espèce d'idéal à atteindre qui n'a jamais été parfaitement respecté. Il y a toujours eu des entorses à la séparation des pouvoirs et ce serait injuste de faire reposer sur le seul Macron la mainmise des pouvoirs publics et de l'exécutif sur le judiciaire. Même si beaucoup de choses ont été faites, il faut le reconnaître, depuis un certain nombre d'années, de telle sorte que le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, il a quand même des moyens qui sont... Il peut intervenir, bien entendu, il ne faut pas être bégueule. Il faut très bien savoir qu'il y a des instructions qui sont sans doute données de façon orale. Mais quand même, il y a quand même eu un effort, depuis un certain nombre de décennies, pour avoir une justice qui soit plus indépendante du pouvoir politique. Et effectivement, cet internaute a raison. La séparation des pouvoirs telle qu'elle a été fixée par Montesquieu dans l'esprit des lois vers 1754, je crois, reste un idéal. D'ailleurs, je rappelle que dans l'élection présidentielle, pour l'élection présidentielle de 2017 et pour 2022, dans mon programme politique, j'avais proposé non seulement de renforcer cette séparation des pouvoirs, ce qui suppose d'ailleurs d'augmenter de façon substantielle les finances qui sont données à la justice pour qu'elle ait des moyens d'agir, mais j'avais également proposé de reconnaître un quatrième pouvoir qui est apparu avec toute sa puissance depuis Montesquieu au cours des 270 ans écoulés depuis l'esprit des lois, c'est le pouvoir médiatique. Et il devrait y avoir également une stricte séparation entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire et le pouvoir médiatique. Voilà, l'exécutif ne pourrait avoir aucune possibilité d'intervenir sur les médias, pas plus d'ailleurs que des grandes entreprises privées. Il devrait y avoir un statut des journalistes qui leur permette de faire leur métier sans être devenus les larbins des propriétaires, qu'ils soient publics ou privés, de ces médias. Alors, la question, en gros, tout le monde est au courant, tout le monde a bien compris que c'est Macron qui est derrière toute cette affaire. Le Pavel Durov, qui avait la nationalité française, qui est d'origine russe, de nationalité russe, mais auquel Macron a fait attribuer en 2021, il y a 3 ans, la nationalité française d'une façon exceptionnelle. Il s'est mêlé là aussi. Macron est intervenu dans le processus de sélection de la Légion d'honneur. Il a fait octroyer la Légion d'honneur directement, de façon exceptionnelle, à M. Durov pour fait extraordinaire fait à la France, service rendu à la nation, et il lui a fait de façon exceptionnelle octroyer la nationalité française. Bon, là aussi, en court-circuitant certainement toutes les procédures. Donc ce monsieur Pavel Durov n'est pas seulement russe, il est également français. Mais il collectionne les nationalités, puisqu'il a obtenu la nationalité en 2021 également des Émirats arabes unis, donc cette fédération d'émirats qui se trouve au nord-ouest du sultanat d'Oman et à l'est de l'émirat du Qatar, qui comporte notamment sept émirats, dont le plus grand en superficie, qui est l'émirat d'Abu Dhabi, et un autre qui s'appelle Dubaï. Et donc, M. Durov est également citoyen émirati. Et puis, comme ça ne suffisait pas, il a également une quatrième nationalité. Il est citoyen du micro-État des Antilles qui s'appelle Saint-Christophe et Nièvre en français, que l'on appelle en anglais Saint-Kitts et Nevis. Ce sont 2 petites îles qui ont l'octroi de la nationalité et du passeport assez facile, moyennant finance, semble-t-il. Voilà. Donc M. Pavel Durov est bien muni avec 4 nationalités et 4 passeports différents. Pourquoi est-ce que Macron a fait octroyer la Légion d'honneur et a donné la nationalité française à M. Pavel Durov? On aimerait savoir. Et pourquoi, 3 ans après, il le fait arrêter
alors que le protocole de fonctionnement de Telegram n'a pas changé d'un iota. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Et Pavel Durov a dit aux enquêteurs qui ont filé l'information au Canard enchaîné, on peut penser que très probablement l'information du Canard enchaîné, pour le coup, est exacte. C'est pas quelque chose qui s'invente. Pavel Durov aurait dit aux policiers qu'il était venu en France, parce que tout le monde se demande pourquoi il est venu en France. Il était venu en France parce que Macron l'avait invité à dîner. Alors, l'Élysée a dit non, c'est pas vrai. D'ailleurs, la preuve, c'est que Macron était au Touquet, c'est pas du tout une preuve. Il a très bien pu l'inviter à dîner à Paris, sachant qu'il allait le faire coffrer lors de son arrivée au Bourget, puisqu'il était dans un avion privé. Donc il l'a fait coffrer, et lui, il avait pris de la poudre d'escampette avec le grand courage à la Macron. Il était au Touquet pour avoir un alibi du style « j'étais pas là ». Mais ça n'empêche pas qu'il a très bien pu l'inviter, en sachant qu'il ne serait pas à Paris d'ailleurs. Je précise que Pavel Durov est donc arrivé au Bourget. Il est arrivé au Bourget, vous savez que c'est un aéroport, c'était l'un des tout premiers, c'était le premier aérodrome, comme on disait, dans les années 1920 à Paris. Sauf erreur de ma part, c'est au Bourget que s'est posé Charles Lindbergh lorsqu'il a terminé la première traversée de l'Atlantique en avion. Je crois que c'était en 1929, il me semble. Et donc on le voit arriver au Bourget. C'est également au Bourget que, quelques années après, dans un contexte beaucoup moins reluisant, on avait vu arriver les négociateurs des accords de Munich en 1938 avec Daladier qui était venu. Et voilà. Alors le Bourget a été progressivement supplanté par Orly, qui a été construit en 1960, et ensuite construit en 1974, ouvert en 1974 l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, de telle sorte qu'aujourd'hui, le Bourget qu'il a été question de fermer mais qui a été maintenu, ce n'est que de l'aviation d'affaires. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que Pavel Durov, s'il est venu à Paris, c'était pas parce qu'il était comme un passager normal dans un avion de ligne commercial traditionnel et qu'il aurait fait une escale malencontreuse à Paris pour avoir une correspondance pour aller je sais pas quoi, moi, à Los Angeles ou autre. Non, pas du tout. C'est qu'il avait son propre avion, puisqu'il est très très riche, et donc il est venu, je ne crois qu'il venait des Émirats, il est venu directement se jeter dans la gueule du loup. Il a atterri au Bourget. Et c'est là qu'il a été coffré. Il était attendu. Ça veut donc dire que très très probablement, si l'information qu'il a donnée aux policiers qui a été révélée par le Canard enchaîné est exacte, ça veut dire que Macron a utilisé une ruse de type nazi ou de type stalinienne. Une ruse absolument ignoble. C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté un code d'honneur minimum. C'est-à-dire le principe même de faire un sauf-conduit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il l'avait invité, il est tombé dans un traquenard, en fait. Passez-moi l'expression, sur la forme, c'est absolument dégueulasse. Et sur le fond, maintenant, sur le fond, on attend de voir quelles sont les récriminations. Normalement, d'ailleurs, ce n'est pas la police, ce n'est pas Macron qui devrait l'arrêter, c'est la justice qui devrait se saisir de son cas. Alors la raison qui a été évoquée par Macron, qui a dit « ce n'est absolument pas un cas politique », vous connaissez Macron, on le connaît tous. On sait tous que ce monsieur, on le connaît tous depuis plus de 7 ans, hélas, 7 ans de malheur. On sait que ce monsieur ment comme un arracheur de dents, et qu'il suffit qu'il dise quelque chose pour qu'on soit à peu près certain que c'est le contraire qui est vrai. Donc lorsqu'il dit que c'est pas quelque chose de politique, ça a évidemment quelque chose de politique. Parce qu'on aimerait savoir, alors il exhibe du fait qu'il y aurait des activités criminelles sur Telegram, que ça servirait à des réseaux pédophiles, que ça servirait à des réseaux terroristes, etc., etc. Bon, d'abord, je ne sais pas si c'est exact, mais même en supposant que ce soit exact, ça veut dire qu'il faut également interdire le téléphone, parce que tous les téléphones peuvent servir aussi à des réseaux pédophiles ou à des réseaux terroristes. Ça veut donc dire qu'il faut incriminer, faut coffrer le président de Orange, le président de Free, le président, etc., de Bouygues Télécom, qui sont eux aussi responsables. On est dans une situation qui est de faire porter le chapeau
à quelqu'un au motif qu'il y aurait sur son réseau des choses qui seraient condamnables mais qui ne feraient pas suffisamment le ménage. Mais est-ce que les services des téléphones font le ménage ? Est-ce que les personnalités que je viens de donner font le ménage ? D'ailleurs, on pourrait aller très très loin aussi. Par exemple, les gens qui roulent en Mercedes, qui sont ce que les policiers appellent des go fast, qui font du trafic de drogue. C'est-à-dire le go fast, ce sont des Mercedes ou des BMW qui font ça à toute allure. On en a eu un exemple là. Va peut-être y avoir une question sur ce malheureux drame épouvantable de ce gendarme qui a été renversé, tué par une voiture à Mougins dans les Alpes-Maritimes. C'est exactement ça. C'était très probablement un trafiquant de drogue qui faisait un go-fast, c'est-à-dire avec une voiture qui va à toute allure pour faire du trafic de drogue. Ça veut dire qu'il faudrait interdire en France les BMW, les Mercedes, surtout si elles sont de couleur noire, puisque c'est affectionné par ce genre de trafiquants, et il faudrait incarcérer le président de Mercedes France, etc. C'est la même logique. Il faudrait d'ailleurs s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ces mêmes règles, par exemple à M. Zuckerberg, qui a créé Facebook, et où il y a eu aussi énormément de scandales. Donc ça veut bien dire qu'il s'agit d'une mesure qui a été particulièrement ciblée sur Pavel Durov. Et le pourquoi, pourquoi ? Alors il y a mille interprétations possibles. Il est à peu près exclu que Macron ait décidé ça tout seul. Macron, très probablement, je sais que je n'en ai pas des preuves absolument formelles, mais très probablement, Macron a subi des pressions venues des États-Unis. Un indice, par exemple, c'est que Mark Zuckerberg, le patron de Meta, qui est le groupe qu'il a créé, qui est l'ancien Facebook, il y a 24 heures, a publié une lettre qui fait un énorme scandale aux États-Unis, dont j'ai fait un tweet dessus, où il a expliqué que l'administration Biden-Harris, donc l'administration démocrate, a fait des pressions considérables sur lui pour transmettre des informations sur les gens qui sont dans son réseau. Et il a obéi à ces pressions. Il est même allé jusqu'à reconnaître par écrit qu'il avait sciemment occulté les informations concernant l'ordinateur de Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Vous savez, cet ordinateur sur lequel il y aurait des horreurs, puisque Hunter Biden est mouillé jusqu'au cou dans des questions, mafieuses, notamment en Ukraine. Et donc, Zuckerberg, qui pourtant est de sensibilité politique démocrate, a balancé une bombe dans la campagne électorale aux États-Unis en expliquant qu'en fait, les démocrates, notamment Biden, l'administration Biden et Harris, en fait, ont des méthodes, lâchons le mot, fascisantes, ou bien dignes de la Stasi de l'Allemagne de l'Est de jadis, ou dignes des heures les plus sombres du nazisme ou du stalinisme. C'est de ça qu'il s'agit, puisque Zuckerberg est allé donc jusqu'à envoyer ça contre, a priori, le camp politique qu'il privilégiait. Alors, si Zuckerberg fait l'objet de pressions considérables de cette nature, alors même que c'est un type qui a bâti sa fortune, qui est multimilliardaire, et s'il y cède, vous imaginez que Macron, qui doit son élévation à l'Élysée par une conjuration de forces oligarchiques euro-atlantistes, des multimilliardaires, des fonds de pension, etc. C'est eux qui l'ont catapulté à l'Élysée. Les Français ont été là-dedans traités comme du bétail, ils n'ont rien compris à ce qui leur arrivait. On leur a dit, vous avez le Jupiter, vous avez le Mozart de la finance, c'est pour lui qu'il faut voter. Macron est arrivé par infraction, en fait, à la tête de l'Élysée, parce que c'est quelqu'un qui n'avait absolument pas ni l'intelligence, ni l'expérience, ni la droiture, ni le patriotisme pour faire ça. Donc il a été catapulté à cette place par une conjuration des médias et des pseudo-instituts de sondage. Et bien maintenant, Macron passe à la caisse. C'est-à-dire qu'il est obligé de renvoyer l'ascenseur à ceux qui l'ont fait élire. Je l'ai souvent dit, c'est un pacte faustien, ça fait des années que je le dis, que Macron a passé avec le docteur Faust de Goethe, vous savez, c'est-à-dire le diable dit au docteur Faust « Je te donne le pouvoir et l'argent et maintenant tu es ma créature ». Donc c'est ça qui s'est passé. En fait, Macron, c'est ça. Alors là où le problème est pendant, c'est que
Macron avait oublié que ce monsieur Durov était citoyen russe et citoyen émirati. Et donc la Russie a fait de cette affaire un cas d'école en désignant Pavel Durov comme un prisonnier politique. Et c'est d'autant plus un renversement de situation extraordinaire qu'à l'origine, Pavel Durov avait créé un réseau russe qui s'appelait VK et qui avait été utilisé, de même d'ailleurs que Telegram dans les débuts, plutôt à l'encontre du gouvernement du pouvoir de Poutine, du pouvoir russe. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, Telegram est un réseau qui est particulièrement écouté en Europe de l'Est, en Russie, etc. Et Telegram est un réseau qui se veut absolument objectif et permettant à tout le monde de s'exprimer et qui a permis notamment de contourner la censure occidentale sur le conflit en Ukraine en donnant une version des choses très différente de ce que donne l'état-major de l'OTAN, les états-majors américains ou français par exemple, de la situation. Donc la Russie a fait de cette affaire un cas d'école. Les Émirats arabes unis, par l'intermédiaire de son ministère des Affaires étrangères, a publié une note, un communiqué public qui a été connu dans le monde entier, où les Émirats arabes unis s'inquiètent du sort réservé à Pavel Durov en France et demandent qu'on lui accorde les droits de protection consulaire, qu'il a le droit, selon les conventions internationales, les traités internationaux régissant la diplomatie mondiale, la Convention de Vienne et autres, les Émirats arabes unis ont le droit d'exercer leur protection consulaire vis-à-vis de M. Pavel Durov, puisque c'est un de leurs citoyens. Voilà, ça veut dire en particulier qu'ils ont la possibilité d'envoyer le consul qui doit pouvoir aller le voir dans sa geôle, qu'ils ont éventuellement la possibilité de financer, il n'a pas besoin de ça, mais en tout cas de lui procurer un avocat, etc., etc. Alors, actuellement, de ce que je crois savoir, Pavel Durov est toujours placé en garde à vue. Il doit être question, pendant les heures où on parle, qu'il soit probablement mis en examen. Est-ce qu'il va être ensuite remis en liberté ou est-ce qu'il va être incarcéré ? Il faut espérer qu'il sera remis en liberté, parce que s'il est incarcéré, alors c'est vraiment la preuve d'un scandale énorme. Alors parmi les raisons pourquoi est-ce que Macron a agi comme ça, comme je l'ai dit, très probablement sur instruction des États-Unis, peut-être aussi d'Israël, puisque l'on a appris il y a quelques jours, c'était au début du mois d'août, qu'il y aurait eu par des comment on appelle ça, des pirates informatiques iraniens seraient parvenus à s'introduire dans les fichiers du ministère de la Justice israélien, du gouvernement israélien, et auraient siphonné toute une série de données extraordinairement sensibles, paraît-il, et qu'ils avaient commencé à diffuser ça sur Telegram. Donc est-ce que c'est une demande du gouvernement israélien qui essaye de tout faire pour empêcher la publication de ces informations sur Telegram? Est-ce que c'est une demande des États-Unis d'Amérique qui essayent probablement d'empêcher Telegram de relayer toutes les informations qui viennent du théâtre d'opération entre la Russie ou l'Ukraine, mais aussi des informations, peut-être celles détenues par Zuckerberg, peut-être celles sur le fameux ordinateur de Hunter Biden, et peut-être d'autres choses encore. Telegram, en fait, se voulait un réseau où il n'y ait pas de censure. Alors, l'affaire fait grand bruit aux États-Unis, à la fois cette affaire-là, et aussi la lettre de Zuckerberg, puisque Elon Musk, qui regarde évidemment tout ça de près, a fait savoir que le fait que Biden et Harris aient demandé à Zuckerberg de donner des informations sur les gens qui écrivent, c'est une atteinte directe à la liberté d'expression, c'est contraire au premier amendement de la Constitution américaine, qui date de 1791, et tous les gens qui connaissent la société américaine savent que pour les Américains, le premier amendement de 1700, il y en a eu 7 d'un coup en 1791, mais le premier amendement qui garantit aux citoyens américains la totale liberté d'expression, c'est-à-dire également non seulement de pouvoir diffuser l'information qu'ils souhaitent, mais ne pas être inquiétés pour cela, maintenant est directement dans le viseur de l'État profond américain et de la mafia Biden, Harris, Clinton, Obama. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc en fait, Macron fait partie de ce gang tout simplement. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
les protestations ont été nombreuses. Je parlais tout à l'heure de chefs d'État. Elon Musk ou bien Edward Snowden sont intervenus aussi pour prendre la défense de Pavel Durov, parce que bien entendu, s'agissant de Elon Musk, j'imagine qu'il ne va plus vouloir mettre les pieds en France parce qu'il aurait peur d'être arrêté. Voilà. Au même moment d'ailleurs, on voit que Alexandre Soros, le fils de George Soros, rencontre tous les grands du monde occidental, est reçu régulièrement par Macron à l'Élysée sans qu'on ne sache absolument jamais ce qu'il fait, ni ce qu'il dit. Or, on sait de façon certaine que l'Open Society Foundation, dont il est à la tête depuis que son père, qui doit avoir 94 ou 95 ans, s'est retiré et lui a laissé les manettes, on sait que l'Open Society Foundation, par exemple, est à l'origine des flux torrentiels de migrants venant en Europe. Donc ça, par exemple, c'est une activité théoriquement criminelle. Non seulement Macron ne fait pas arrêter Alexandre Soros, mais au contraire, lui l'invite régulièrement à dîner à l'Élysée. Mais là, pour le coup, il l'invite vraiment, il ne le fait pas coffrer. Voilà ce que j'avais à dire sur cette affaire. Au total, et pour résumer, on voit que le monde occidental, en règle générale, et la France en particulier, sont en train de trahir tout ce qui a fait la grandeur du monde occidental, justement. Parce que si le monde occidental, si l'Europe a apporté au monde ce qu'elle a apporté au monde à partir de la Renaissance, c'est justement un combat long, difficile, pour imposer progressivement, d'abord, le sortir des dogmes religieux, c'est l'invention de l'esprit scientifique contre l'esprit dogmatique, et deuxièmement, imposer la liberté de conscience, la liberté d'expression. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer, par exemple, la révolution cartésienne avec le discours de la méthode que Descartes a écrit, qui explique qu'il doit tout ce qu'un individu apprend comme information, cet individu, si c'est un individu qui est, qui veut être libre, il doit pouvoir exercer lui-même les informations qu'on lui donne au crible de sa raison à lui. C'est donc le doute méthodique. Il doit tout remettre en doute de façon méthodique. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de dire que nous ne sommes pas des complotistes ou des conspirationnistes, nous sommes des cartésiens. Et l'incrimination de complotisme ou de conspirationnisme qui nous est faite par justement des gens stipendiés par ces mondialistes, eh bien cette incrimination revient à dire vous n'avez pas le droit de remettre en doute quoi que ce soit. Vous êtes complotiste, c'est-à-dire un formidable retour en arrière par rapport à ce qu'a apporté la société, la civilisation occidentale. C'est une des choses les plus graves qui soit et qui montre que, s'agissant de la France, notre pays est tout simplement en train de verser, non seulement dans une dictature, on le voit puisque ça va faire bientôt 2 mois, qu'est-ce que je dis d'ailleurs, oui, depuis le 9, les élections européennes, c'était le 9 juin, je crois. Et le premier tour des législatives, c'était le 30 juin, et le deuxième tour, le 7 juillet. Donc depuis 9 juin, 9 juillet, 9 août, ça va bientôt faire 3 mois qu'on a eu les élections européennes, que Macron s'est ramassé une raclée électorale absolument mémorable, et ça va faire après-demain, ça fera 2 mois qu'il y a eu le premier tour des législatives où Macron s'est pris de nouveau une raclée électorale, et malgré ça, nous avons toujours le même gouvernement, et Macron refuse toujours de nommer un Premier ministre. On est donc dans une situation qui n'est pas drôle. Ça n'est absolument pas drôle. Et ça devrait justifier que l'ensemble des forces politiques d'opposition déposassent une motion de destitution de Macron. Mais peut-être qu'il y aura une question sur le sujet, je ne sais pas. Là, je m'écarte un peu du sujet sur cette question. Voilà ce que j'avais à dire sur cette affaire Durov.